Au Nigeria, le mouvement pour l'émancipation du delta du Niger, un groupe d'ex-rebelles a appelé à la fin des violences dans le delta du Niger. Et puis 5 rebelles ougandais des forces démocratiques alliées ont été tués ce lundi dans l'est de la République démocratique du Congo. C'était dans un accrochage avec l'armée congolaise. Monsieur, bonsoir. En Côte d'Ivoire, le procès devant les assises d'Abidjan de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, pour crime contre l'humanité a été suspendu ce lundi pour une semaine. Et ce, à la demande de ses avocats qui veulent étudier de nouvelles pièces versées au dossier. Une demande que la Cour d'assises d'Abidjan, qui juge depuis le 31 mai, l'épouse de l'ex-président Laurent Gbagbo a accepté et repoussé la reprise du procès au lundi 20 juin prochain. Rappelons que Simone Gbagbo comparaît alors qu'elle purge déjà une première peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État prononcée l'an dernier. La première dame du Bénin a participé du 8 au 10 juin 2016 au séminaire sur le VIH-Sida aux États-Unis. Dans son discours, lors de cette rencontre internationale, Claudine Talon a dévoilé ses ambitions à œuvrer pour une meilleure condition des enfants déshérités et malnutris à travers sa fondation. Elle s'est aussi félicitée du très faible taux de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant au Bénin. Voici un extrait des propos de la première dame du Bénin au siège des Nations Unies. Au Bénin, le taux de transmission résiduelle de la femme, de la mère à l'enfant, est aujourd'hui de 7,62%, soit une baisse de moitié par rapport à 2008. Toutefois, malgré les progrès réalisés, nous devons redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs 90-90-90. Je m'engage donc à apporter une contribution de qualité aux actions menées par notre organisation dans ce sens. Je saisis la présente occasion pour vous annoncer que j'ai initié la création d'une fondation qui va se consacrer, entre autres, à la santé de la mère et de l'enfant, tout en se penchant sur les situations des adolescents et des jeunes de mon pays. Dans ce cadre, afin de réduire davantage le taux de transmission du VIH-Sida, je mettrai en place un système de primes pour les départements du Bénin qui feront des progrès substantiels dans le dépistage pendant la grossesse. Cesser les violences dans le delta du Niger et négocier. C'est l'appel d'un groupe connu pour ses attaques contre des installations pétrolières dans les années 2000. Le mouvement pour l'émancipation du delta du Niger appelle ce nouveau groupe rebelle, le NDA, à un cessez-le-feu et à se joindre à eux pour négocier avec le gouvernement fédéral. Le NDA a rejeté pour sa part, mercredi dernier, une proposition de dialogue de la part du gouvernement. Au Mali, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies était face à la presse. Mahamat Saleh Anadif a évoqué le probable renouvellement du mandat de la MINUSMA, le bilan des casques bleus tués ces 3 derniers mois et le non-avancement de l'accord de paix qui favorise l'insécurité dans le pays. Reportage signé Alima Ben Touré. Implantée seulement au Mali en 2013, la MINUSMA est la mission des Nations Unies qui a connu plus de pertes en vies humaines car les casques bleus d'aucune nationalité en mission au Mali n'a échappé à la mort. Vous avez vu que le 12 février, nous avons perdu 7 Guinéens. Et j'avais dit que parmi ces Guinéens, il y a une Guinéenne. Vous avez vu que le 18 mai, nous avons perdu sur place 5 Tchadiens et le 6e est décédé à Dakar. Ça depuis il va partir aujourd'hui, donc ils se sont ajoutés 6 autres. L'attaque du 29, qui est le jour de la célébration de la journée des casques bleus, nous avons perdu ces 5 Congolais. Et Togolais.
Avant-hier, nous avons perdu un casque bleu chinois. Face à cette folie meurtrière que vivent les soldats de la paix, le Conseil de sécurité des Nations Unies se penchera sur le renouvellement de son mandat le 29 juin prochain. Les autorités, quant à elles, souhaitent le renforcement du dit mandat afin de donner plus de moyens techniques et matériels au casque bleu en exercice au Mali. En attendant la décision du 29 juin, les casques bleus continuent de tomber dans les régions du nord du Mali, dont le dernier en liste est un Chinois. En République démocratique du Congo, 5 rebelles ougandais des forces démocratiques alliées ADF ont été tués ce lundi dans un accrochage avec l'armée congolaise dans la région de Béni, dans l'est du pays, théâtre de massacres récurrents attribués à cette milice. L'affrontement a eu lieu dans la localité de Kokola, dans l'extrême nord de la province troublée du Nord Kivu. Rebelles musulmans installés dans l'est de la RDC depuis 1995, les ADF sont opposés au président ougandais Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986 et réélu en février. La mission de l'ONU en RDC, MONUSCO, et le gouvernement congolais les tiennent pour responsables d'une série de massacres ayant coûté la vie à plus de 600 civils dans la région de Béni depuis octobre 2014. Toujours en République démocratique du Congo, la 4e édition de la conférence des gouverneurs a démarré ce lundi à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Selon Julien Paluku, gouverneur du Nord Kivu et porte-parole de la conférence, cette rencontre, placée sous le thème « La consolidation de la décentralisation comme facteur de développement et d'émergence » est une occasion pour que tous les problèmes qui bloquent le développement des entités soient évoqués. Dimanche dernier, les experts des gouvernements provinciaux et ceux du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation se sont réunis au gouvernorat de la province du Haut-Katanga pour préparer cette rencontre. Une première depuis que la RDC est passée de 11 à 26 provinces à la faveur d'un découpage territorial prévu dans la Constitution congolaise. Allons à présent au Zimbabwe où 15 opposants au président Robert Mugabe ont été libérés sous caution ce samedi. Ils avaient été arrêtés la veille lors d'une manifestation. Images et sons. Ils sont en tout 15 opposants à avoir été libérés sous caution. Les 15 activistes dont un journaliste avait été arrêté alors qu'il faisait une veillée publique dans le centre d'Harare pour réclamer la démission du président Robert Mugabe au pouvoir depuis 1980. 5 des activistes ont été inculpés de vol et d'obstruction à la justice. Ils ont dû payer $1000 chacun pour être libérés sous caution. Quant aux 10 autres, ils ont été inculpés uniquement d'obstruction à la justice, puis libérés sous caution contre $500. Il faut dire que la grogne monte au Zimbabwe contre le président Robert Mugabe, au pouvoir depuis plus de 30 ans. Outre la tension politique qui prévaut dans le pays, le Zimbabwe connaît également une crise économique majeure et un chômage massif, ainsi que la répression par le régime en place de toute opposition. En Afrique du Sud, le champion paralympique Oscar Pistorius, reconnu coupable du meurtre de sa petite amie en 2013, souffre de dépression et n'est pas capable de témoigner. C'est ce qu'a déclaré ce lundi un psychologue appelé à la barre par la défense au premier jour d'une audience de fixation de sa peine. Il a montré des signes et fait état de symptômes de troubles post-traumatiques, de troubles d'anxiété et de troubles de la dépression, a-t-il ajouté. Pour rappel, dans la nuit du 13 au 14 février 2013, Oscar Pistorius a tué chez lui à Pretoria sa petite amie Riva Steenkamp. Il a toujours affirmé l'avoir prise pour un cambrioleur. Pendant ce temps, au Niger, les festivités marquant la commémoration du centenaire du premier président du pays et père de l'indépendance, Diori Amani, ont débuté ce dimanche à Niamey. À l'occasion, son histoire et son parcours politique sont revisités à travers des conférences et expositions de photos. Abdul Karim Mahamadou, notre correspondant au Niger, pour le point. Le premier président du Niger et père de l'indépendance, Diori Amani, aurait eu 100 ans cette année. Renversé par un coup d'État militaire en 1974, son histoire politique a été effacée par le régime d'exception du feu général Séni Kountché. Aucun ouvrage ne lui a été consacré et n'a jamais été enseigné à l'école. Ce faisant, les générations d'à partir de 1970 ne l'ont jamais connu.
La commémoration de son centenaire, voulue par le président Issoufou Mahamadou, vient ainsi rétablir son histoire. Son parcours politique est retracé à travers une exposition photo des biens et son véhicule présidentiel. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Brigitte Raffini, qui a présidé la cérémonie, salue la grandeur de l'homme d'État que fut Djori Hamani. Nous devons continuer notre action sur la base des initiatives louables qui ont été menées par ce fils de la nation, ce vrai fils de la nation. Djori Hamani a fondé le Parti progressiste nigérien, section du Rassemblement démocratique africain. Un parti qui a dirigé le Niger de l'indépendance en 1960 au 15 avril 1974 lorsqu'il a été balayé par le coup d'état militaire qui a coûté la vie à son épouse Aïssa Djori. Aujourd'hui, le PPNRDA figure sur l'échiquier politique nigérien, mais pour ses héritiers, il est difficile de diriger comme Djori Hamani. Quand vous regardez tout ce que ce grand homme a fait pour notre pays, il est très difficile de faire comme lui. Sur la liste des députés de l'ère Djori exposée, un ancien parlementaire de l'époque a retrouvé sa photo. Il se souvient encore de ce moment. On avait connu le feu président Djori au moment où il s'est présenté pour la première fois aux élections législatives de la République française. Pendant une semaine, l'histoire du président Djori Hamani sera revisitée à travers l'exposition photo et des conférences animées par des historiens et des hommes politiques ayant connu son régime. Et parlons toujours du centenaire du premier président nigérien. Son histoire sera désormais enseignée à l'école afin de permettre à la jeune génération de connaître celui qui est le père de l'indépendance du Niger. Je vous propose de suivre le ministre de l'enseignement primaire du Niger, Daouda Mamadou Marté, à ce propos. Depuis 1967, les pays d'expression française ont en commun ce qu'on appelle le programme de l'OCAM, où on enseignait dans tous les pays une histoire commune de l'Afrique. C'est un programme commun, mais depuis un certain temps, on est en train de faire en sorte que l'histoire soit enseignée. Et ce centenaire, et surtout avec la renaissance culturelle, nous devrions mettre beaucoup plus l'accent sur l'histoire nationale et l'histoire de nos grands hommes, tels que ces gens-là furent très importants et dynamiques durant la période précoloniale. C'est une réalité. Nous prenons acte, et à partir de ce que nous avons vu, de ce que Djori a fait, il est tout à fait normal que nous reprenions le programme d'histoire, le curricula, pour essayer d'enseigner depuis le CI jusqu'à l'université l'histoire d'abord du Niger, puis celle de l'Afrique et l'histoire du monde par la suite. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.